probablement le pire éditorial jamais publié dans une revue scientifique. C'est par ces mots que le hashtag Parsimonnygate a été lancé pour dénoncer le dogmatisme d'une partie des biologistes de l'évolution. S'en est suivi une véritable guerre de tranchées entre chercheurs sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue sur Evoluscope. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'affaire du Parsimonnygate, un épisode peu glorieux de l'histoire récente des sciences de l'évolution, mais très instructif sur leur développement. Au cœur du problème, le critère de parcimonie, censé permettre de reconstruire l'arbre de la vie. Rien que ça. Vénéré par certains, jugé complètement dépassé par d'autres, nous allons voir dans cette vidéo pourquoi la parcimonie a suscité un débat aussi vif et quelles leçons nous devons en tirer. Le 12 janvier 2016, la revue Cladistics publie un petit éditorial, seulement une demi-page, qui affirme clairement que la revue adopte la parcimonie comme paradigme épistémologique. Je ne vais pas tout vous lire, mais il y a quand même 3 passages clés à retenir. Le paradigme épistémologique de cette revue est la parcimonie. Il existe de solides arguments philosophiques en faveur de la parcimonie par rapport à d'autres méthodes d'inférence phylogénétique. Ok, message reçu. Si des méthodes alternatives donnent des résultats différents et que l'auteur préfère une topologie non parcimonieuse, il est invité à présenter ce résultat, mais il doit être prêt à le défendre sur des bases philosophiques. Attendez, je croyais que c'était un journal scientifique. Nous ne considérons pas que le problème hypothétique d'inconsistance statistique constitue un argument philosophique pour rejeter la parcimonie. Donc, quand les statistiques disent qu'un truc ne marche pas, on doit argumenter sur le terrain philosophique ? Notez que les mots philosophique et philosophiquement sont répétés 5 fois. Et c'est bien ce qui va provoquer l'explosion sur les réseaux sociaux. L'éditorial est rapidement partagé et critiqué sur Twitter, devenu X aujourd'hui. C'est Jonathan Eisen, chercheur à l'université de Californie à Davis, spécialiste de la phylogénomique et des microbiomes, qui lance le hashtag Parsimonnygate. D'autres réactions ne se font pas attendre. La position de cet éditorial est immédiatement qualifiée de dogme et les éditeurs de fondamentalistes religieux. En effet, l'éditorial insiste sur le fait que la parcimonie n'est pas scientifiquement ou expérimentalement supérieure à d'autres méthodes, mais qu'elle serait supérieure philosophiquement. Autrement dit, les éditeurs du journal veulent ignorer toutes les preuves scientifiques et empiriques montrant les graves défauts de la parcimonie. On voit aussi de nombreux commentaires incrédules, voire moqueurs, comme « il faut arrêter les drogues et l'alcool ». Jonathan Eisen appelle les bibliothèques universitaires à annuler leur abonnement à Cladistics parce que ce n'est pas de la science. D'autres, comme le docteur Claire Dobson, comparent cet éditorial à la théorie de la Terre plate. À son tour, Eliezer Gutiérrez, biologiste de l'évolution spécialiste des mammifères, ironise en disant que Donald Trump aurait pu écrire cet éditorial dans Cladistics. Certains essaient de tempérer les ardeurs, par exemple en qualifiant le Parsimonnygate de drama exagéré, mais ils sont peu nombreux. L'affaire prend une ampleur inattendue, la presse s'en empare, le magazine Wired en parle, et c'est pas une chouette publicité pour le monde académique. Eisen y explique ce qui l'a choqué. Je n'ai jamais, de toute ma vie, dans aucun domaine scientifique, vu qu'on présente quelque chose en disant « Nous n'allons pas juger cela sur la science, nous allons le juger sur la philosophie ». Bon alors, pourquoi autant de réactions négatives ? Pour comprendre, il faut expliquer rapidement ce qu'est la parcimonie et quels sont ses défauts. Ça nous permettra aussi de mieux comprendre la défense de l'éditorial. En biologie évolutive, on cherche à reconstituer les relations de parenté entre les espèces sous la forme d'arbres phylogénétiques. Et pour cela, on utilise différentes méthodes. La plus simple s'appelle la parcimonie. Après avoir observé et mesuré de nombreux caractères chez différentes espèces, on cherche l'arbre qui nécessite le moins de transformations possible le long de ses branches pour aboutir aux états constatés aux extrémités. Moins il faut invoquer de mutations indépendantes, mieux c'est. Ce critère est très similaire au principe de parcimonie en philosophie des sciences, qu'on appelle aussi le principe d'économie des hypothèses ou encore le rasoir d'Occam.
et qui dit grossièrement que les explications les plus simples sont souvent les meilleures. La cladistique, qui met en œuvre ce critère de parcimonie, a dominé la phylogénétique pendant les années 70-80. C'était son âge d'or. Mais on s'est rapidement rendu compte que la parcimonie n'est pas fiable pour diverses raisons théoriques qui ont ensuite été confirmées expérimentalement. Elle est notamment très sensible au biais d'attraction des longues branches, ce qui la rend statistiquement inconsistante lorsque la vitesse de l'évolution varie au cours du temps. Cela signifie que lorsqu'on augmente la quantité de données, la parcimonie converge avec une confiance trompeuse vers le mauvais arbre. À partir des années 90, la parcimonie a donc été progressivement reléguée au second plan, supplantée par des méthodes statistiques bien plus fiables. Malgré ces développements, une minorité de chercheurs continue à défendre la parcimonie bec et ongle. Parmi eux, la Wiley Hennig Society, qui édite la revue Cladistics, qui est à l'origine de la polémique. Le rédacteur en chef de Cladistics, Dennis Stevenson, assume la ligne éditoriale. Il déclare dans le magazine Wired : « La science découle de la philosophie. Je ne vois pas comment elle pourrait fonctionner sans elle. La philosophie ici est celle du rasoir d'Occam. L'idée qu'il faut retenir l'hypothèse la plus simple. C'est le cœur du principe de parcimonie. L'idée même de formuler une hypothèse et de la tester ensuite est également une notion philosophique. » En réalité, on pourrait dire que ce cadre épistémologique est trivial. Rien n'indique que Eisen ou d'autres chercheurs le rejettent. Ce qui est bien moins trivial, c'est de croire que la philosophie peut imposer a priori une méthode à une science en refusant toute évaluation a posteriori de cette méthode. Les éditeurs écrivent en effet clairement qu'ils ne considèrent pas que le problème hypothétique d'inconsistance statistique constitue un argument philosophique pour rejeter la parcimonie. Or, le problème de l'inconsistance statistique est avéré et sérieux. Ce n'est pas un problème hypothétique qu'on peut balayer d'un revers de la main. Ici, l'arbitrage ne peut pas être philosophique, il ne peut être que mathématique et expérimental, d'où les accusations de dogmatisme. En pratique, personne ne souhaite bannir la parcimonie. Même Eisen l'enseigne et l'utilise parfois en la combinant avec d'autres approches. Sa place est dans la boîte à outils, pas sur l'autel. Le conflit porte donc moins sur la parcimonie elle-même que sur le dogmatisme entourant sa promotion en tant qu'outil dominant. A l'inverse, Stevenson dit que les modèles des méthodes statistiques sont inventés de toutes pièces. Selon lui, la parcimonie est objective car elle ne dépend pas de choix de modèles. Mais c'est oublier un peu vite que les modèles ne sont pas choisis arbitrairement. La pertinence d'un modèle par rapport à un jeu de données peut être testée statistiquement. Mark Siddall a été un défenseur virulent de l'éditorial. Il était trésorier de la Wiley Hennig Society au moment du Parsimony Gate. Il accuse Eisen de nuire à la revue, de saboter son image. Il s'en prend personnellement à lui en l'insultant. Il va jusqu'à le menacer s'il ne retire pas son appel aux bibliothèques à résilier leur abonnement à la revue Cladistics. Il faut savoir que ces abonnements sont la source principale de revenus de ce journal. Son compte Twitter a été désactivé peu après cette série d'échanges houleux et les messages ont été supprimés. Ce n'est pas lié au Parsimony Gate, mais il est intéressant de noter que 4 ans plus tard, en 2020, Mark Siddall a été licencié de l'American Museum of Natural History pour harcèlement sexuel et intimidation d'une étudiante doctorante sous sa direction. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un problème isolé à la Wiley Hennig Society. Le spécialiste de l'évolution moléculaire Dan Graur profite du Parsimony Gate pour dénoncer sur son blog l'ambiance toxique de cette société savante, les attaques personnelles omniprésentes et le culte de la personnalité. Lors du meeting de 1997, j'ai été frappé par l'adulation et la vénération vouée à James Farris, autoproclamé Fils et Saint-Esprit en un, et protecteur du culte de la cladistique du Père Céleste, Wiley Hennig. Dan Graur dénonce en particulier toute la haine et le mépris concentrés contre la personne de Joseph Felsenstein, un chercheur pionnier dans le développement des méthodes statistiques et le premier à décrire le biais d'attraction des longues branches. Au meeting auquel a assisté Dan Graur, il y avait même des badges anti-Felsenstein. Voici un exemplaire.
Lars Harvestad, chercheur en biologie computationnelle, spécialiste de la génomique comparative, va dans le sens de Dan Graur et confirme les traditions toxiques de la Willy-Hennig Society. Felsenstein a même décrit tout cela dans un article en 2001, La croissance tourmentée de la phylogénétique statistique. On peut y lire notamment Le point culminant des tensions au meeting de taxonomie numérique a eu lieu en 1979 à Harvard. Je me souviens avoir dû me préparer mentalement pendant environ 6 mois à l'avance pour pouvoir supporter le meeting. Beaucoup de ceux qui développaient des méthodes numériques et statistiques pour inférer des phylogénies se sont retrouvés en dehors de la Willy-Hennig Society. Or, le fait d'être dehors plutôt que dedans était important. Pour ceux qui tentaient de survivre en dehors du giron, le début des années 1980 était une période effrayante. Je pensais autrefois que nous nous disputions beaucoup quand je travaillais en génétique des populations. Mais dans ce domaine, nous pouvions nous asseoir côte à côte lors des réunions sans devenir rouges de colère, nous siffler dessus, ni colporter de rumeurs diffamatoires. En systématique, en revanche, la controverse a attiré des personnalités extrêmes, surtout dans le camp d'en face. Si vous voulez en savoir plus sur l'ambiance de cette époque, vous devez lire l'article de Felsenstein en entier, c'est édifiant. Il ne fait que 3 pages, je vous mets le lien dans la description. Cette ambiance quasi-religieuse, agressive et toxique est bien loin de l'esprit scientifique humble et rationnel qu'on attendrait légitimement d'une société savante. Le problème existait lors de sa fondation et existe encore de nos jours. Bon, on a critiqué la Willy-Hennig Society sur son attitude, mais ce n'est pas un argument scientifique. Ce n'est pas parce qu'elle se comporte mal qu'elle a tort sur le fond. Que peut-on dire aujourd'hui sur la valeur de la parcimonie en phylogénétique avec 10 ans de recul sur l'affaire du Parsimony Gate ? Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de souligner que la production de ce genre de vidéo prend énormément de temps, aussi bien en termes de recherche, d'écriture ou de montage. Si vous souhaitez en voir davantage, vous pouvez me soutenir en likant, en commentant et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, il est désormais possible de me faire un don sur la plateforme Tipeee. Bien, revenons au consensus scientifique actuel quant à la valeur de la parcimonie. Pour les données moléculaires, le verdict est clair depuis déjà longtemps. Avec les séquences d'ADN ou les protéines, il ne faut pas utiliser la parcimonie. La sensibilité au biais d'interaction des longues branches est bien trop importante. Pour la morphologie, la situation est longtemps restée plus nuancée. Des simulations avaient déjà montré qu'un modèle statistique simple comme MK donnait de meilleurs résultats que la parcimonie. Cependant, ces études ont été critiquées par certains adeptes de la parcimonie, comme Pablo Golubov, qui ont objecté que ces simulations reposaient sur des modèles qui faisaient évoluer les caractères morphologiques exactement comme s'il s'agissait de séquences d'ADN, ce qui ne semble pas réaliste. Des modèles alternatifs, supposément plus réalistes pour la morphologie, ont alors été proposés pour produire des simulations d'évolution. Une version pondérée de la parcimonie s'est alors avérée plus juste que les méthodes probabilistes dérivées du modèle MK pour inférer l'arbre correct. Ceci n'est en réalité guère étonnant. Si on utilise un modèle d'inférence complètement différent du modèle ayant servi à simuler les données, on a introduit un énorme biais. De plus, ce modèle d'évolution morphologique, utilisé par Golubov, a lui-même été critiqué comme étant irréaliste. En effet, le modèle du No Common Mechanism fait l'hypothèse très forte que les vitesses d'évolution des différents caractères sont toutes indépendantes les unes des autres. Autrement dit, un caractère particulier a la même probabilité de se transformer sur toutes les branches, qu'elles soient très courtes ou très longues. Ces études montrent que la parcimonie, loin d'être une méthode indépendante des modèles, est en réalité une méthode qui repose sur diverses hypothèses implicites, donc des modèles implicites. Or, on a tout à gagner à expliciter nos hypothèses et nos modèles. Cela permet de les tester, c'est ça la science. Mais comment choisir le bon modèle pour analyser des données réelles ? En 2025, Laura Mulvey a publié dans Systematic Biology une importante étude répondant justement à cette question. Elle a montré comment on pouvait, grâce à des méthodes statistiques, tester et adapter les modèles d'évolution morphologique aux données réelles afin d'utiliser un modèle adéquat lors de l'inférence de l'arbre. Elle montre ainsi qu'empiriquement, ce sont très souvent des variantes du modèle MK qui sont sélectionnées.
Par contre, aucun modèle ne peut être utilisé aveuglément sur n'importe quel jeu de données. Finalement, comme pour les données moléculaires, il existe pour les données morphologiques des procédures rationnelles permettant de choisir le modèle. Contrairement à ce que disait Denis Stevenson, le choix du modèle n'est pas arbitraire. Au fond, le Parsimony Gate n'opposait pas la philosophie à la science, mais deux épistémologies. Une épistémologie simpliste présentée comme héritière de Karl Popper, où la parcimonie serait par principe préférable, et une épistémologie probabiliste qui demande des hypothèses explicites, des tests d'adéquation et une quantification de l'incertitude. C'est cette seconde approche qui s'est imposée, car elle a su s'appuyer sur des retours empiriques. Comme le résume Felsenstein à propos de l'éditorial, « Ce n'est pas un pas en arrière, c'est un échec à faire un pas en avant. » Les méthodes statistiques font mieux que n'importe quelle version de la parcimonie si le modèle est bien choisi. Et on sait désormais tester et ajuster les modèles morphologiques aux données réelles. La parcimonie pondérée peut encore bien faire dans certaines situations favorables, mais précisément, la bonne pratique actuelle consiste à analyser cette situation et non à appliquer aveuglément sa méthode préférée. Avec les avancées récentes, on peut s'attendre à ce que la parcimonie continue à perdre du terrain comme méthode d'inférence par défaut. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que j'explore d'autres controverses scientifiques. À bientôt sur Evoluscope!